Après 22 heures de voyage comportant une escale à Miami, avec 4 heures d'attente, nous arrivons enfin en Équateur. L'Équateur est situé au nord-ouest de l'Amérique du Sud, entre la Colombie, le Pérou et l'océan Pacifique. Nous nous réjouissons de découvrir ce pays en commençant par Quito, la capitale, située à 2850 mètres d'altitude. Nous passons devant la statue de Francisco de Orellana, qui a découvert l'Amazonie. Avant de nous arrêter au Musée national de la Banque centrale d'Équateur, la qualité des objets exposés est remarquable, de la période précolombienne jusqu'à nos jours. La section archéologique présente des céramiques et objets en pierre taillée de la période Inca. Nous nous dirigeons ensuite vers la cathédrale. Construite en 1535, cette cathédrale a connu de nombreuses modifications depuis sa construction originelle en adobé et en bois. Elle mêle aujourd'hui style gothique et néoclassique. Nous admirons quelques maisons dont les jardins ont été réhabilités en restaurants et petits commerces. Avant de nous diriger vers la place de l'Indépendance. Cette place, située en plein centre du Quito colonial, est le cœur de la ville. On peut s'y reposer à l'ombre des palmiers ou hibiscus ou s'y réunir pour des manifestations. L'église de San Francisco a été construite sur les vestiges d'un palais inca. Nous entrerons dans le couvent situé près de cette église. Dans un restaurant local, nous découvrons la papaye blanche, appelée babaco, et d'autres fruits, comme la tomate d'arbre, qui va nous être souvent servie en dessert. Nous voyons également des fruits de la passion. Nous partons ensuite voir la Mitad del Mundo, située à 30 minutes en car au nord de Quito. Cet emplacement a été calculé en 1736 par le savant français Charles-Marie de la Contamine lors d'une expédition qui donna son nom au pays. Et nous visitons le musée ethnographique se trouvant à l'intérieur de l'édifice. Le soir, à l'hôtel Reina Isabel, un cocktail de bienvenue nous est proposé. Avec musique et chant durant le dîner. Sur la route d'Otavalo le lendemain matin, nous faisons un arrêt à Calderón. Connu pour son artisanat de figurines en mazapane, qui est une farine de pain cuite, colorée puis vernie. Les figurines réalisées sont vendues dans les boutiques d'artisanat, mais également placées sur la tombe des morts à la Toussaint. Puis nous passons devant d'imposantes masses de volcans. Avant d'atteindre Otavalo, fief des Indiens dans la province d'Imbabura, où se tient le marché le plus important
des Andes équatoriennes. Sur la Plaza de Ponchos, nous traversons le marché artisanal où l'on trouve Panama, hamacs, textiles, poteries et souvenirs en tout genre. Sur la place principale, les paysans apportent légumes et fruits. C'est un festival de couleurs. Le midi, nous sommes conviés à un déjeuner chez l'habitant, où nous pourrons voir le travail des tisserands. Goûter aussi à un plat typique, le cochon d'Inde grillé au four, le tout en musique. Nous repartons par la route vers la lagune de Quicocha, ancien cratère inondé. Malheureusement, le brouillard et le crachin ne nous permettront pas de voir grand-chose au point culminant de notre promenade d'1 heure à pied. Ce n'est que du bas que nous pourrons apercevoir la lagune de Quicocha, l'ancien cratère inondé dont les eaux sont parsemées d'îlots coniques. À Otavalo, nous prenons possession de nos chalets à l'hôtel Puerto Lago sur les rives du lac San Pablo. 28 chalets en bois style rustique nous attendent avec cheminée dans les chambres. On nous proposera d'allumer un feu si nous le désirons. Feu que nous retrouverons d'ailleurs dans le restaurant. Le lendemain matin, il fait encore frais, mais tous les photographes sont debout pour faire le tour du site. Et immortaliser avec leur numérique les lamas qui se promènent en liberté. Même s'ils se mouillent les pieds. Nous remontons la cordillère des Andes jusqu'à 4150 mètres pour voir rochers volcaniques et paysages sauvages. Pour arriver ensuite à Papaliacta, situé à 3300 mètres d'altitude. Et nous profitons d'une baignade curative dans les eaux thermales, très agréable. Plusieurs bassins nous sont proposés. Le premier, où l'eau est à 38 degrés, un vrai bonheur quand la température est fraîche dehors et qu'il y a du crachin. Et là, le groupe s'amuse bien. Dans cet autre bassin, la température est beaucoup plus haute. Et pas question de faire de l'exercice, on est vite essoufflé. Heureusement, un déjeuner à Baeza, de truites à l'ail, chez Gina, nous remettra en forme. Baeza, que nous n'aurons pas le temps de visiter, fut fondée par les jésuites missionnaires et détruite par les Indiens. Enfin, nous prenons la descente par une piste
vers le bassin de la forêt amazonienne. La végétation subtropicale est exubérante, fougères géantes, arbres, fleurs. L'humidité commence à se faire sentir. Une chaleur moite envahit le quart. Je commence à penser aux récits d'aventuriers que j'ai lus, aux éventuels dangers de la forêt vierge, moustiques porteurs de malaria, fourmis géantes, bestioles en tout genre, et serpents aussi qui me tétanisent. Quand brusquement sur la route, il en apparaît un, effrayant et bien vivant. On me dit qu'il n'est pas mortel, donc tout va bien. Mais mon appréhension ne diminue pas pour autant quand le guide nous signale qu'il est préférable d'enfiler des bottes. Et ensuite que le gilet de sauvetage est obligatoire pour grimper sur la pirogue. Et nous embarquons à bord des pirogues en direction d'Awano pour arriver au lodge. Personne ne semble terrorisé. Le guide nous a fait savoir qu'il n'y a pas de crocodiles en Équateur, seulement des caïmans de petite taille, non agressifs. J'enregistre, c'est déjà ça. Et nous arrivons à Awano, au lodge Casa del Suizo, situé en pleine forêt humide sur les rives du Napo. Depuis l'hôtel, nous avons une jolie vue sur la rivière Napo qui se jette dans l'Amazone 450 km plus loin. Le lendemain matin, nous reprenons la pirogue pour une première approche de la forêt tropicale pour y découvrir une vie animale et végétale. C'est notre guide Raoul qui va nous présenter les différents animaux. D'abord, un capybara, le plus gros rongeur du monde, en voie d'extinction. Puis des oiseaux superbes, aux coloris divers. Mais je suis un peu déçue de voir tous ces animaux en cage avec des marches pour les touristes destinées à nous aider lors de cette première approche de l'Amazonie. Des singes, nous allons voir un pécari, le plus petit chat sauvage, une autre espèce de Strelitzia
dit oiseau de paradis. Un paca, de jolis toucans. Et nous reprenons la pirogue pour une promenade en jungle secondaire, à travers des sentiers, pour observer oiseaux et insectes qui maintiennent l'équilibre de l'écosystème et adaptés à leur environnement. Une fleur d'héliconia va nous permettre de réaliser des doigts de sorcière. Au détour du chemin, des fleurs de gingembre et d'autres qui sortent directement du tronc, des caulifloris. Au retour, nous nous arrêtons pour voir le travail à la main de la céramique. Après le déjeuner, nous allons passer 2 heures dans une communauté indigène. Elle va nous accueillir en musique avec des danses d'enfants. Enfants qui viendront à tour de rôle inviter les participants à danser. Puis nous apprendrons à élaborer la chicha, boisson traditionnelle à base de manioc. Je me force à avaler le premier breuvage, le second alcoolisé est meilleur. Nous sommes conviés ensuite à une collation de spécialités, dont des larves grillées. Pour ne pas vexer les Indiens, j'avale la première larve dont il faut laisser la tête avec réticence, mais finalement, ce n'est pas mauvais du tout, meilleur qu'un escargot sans assaisonnement. Par contre, cet Indien qui tient une larve vivante entre ses dents ne me la fera pas avaler. Ce sera ensuite une démonstration de l'utilisation de la sarbacane, instrument de chasse dont les flèches étaient enduites de curare. Le dimanche, nous quittons le lodge car nous avons plus de 5 heures de route à faire en passant par Puyo, Bagnos, pour arriver à Riobamba. Durant notre trajet, nous pourrons voir les meilleures vues sur le bassin de l'Amazonie. Les nacelles offrent aux touristes une vue dégagée des vallées et des montagnes environnantes. À Puyo, nous déjeunerons à l'auberge Donde Ivan, où nous pourrons observer une décoration de cheminée plutôt surprenante.
ferons une halte à Bagnos, situé à 1800 mètres d'altitude, sur les pentes du volcan Tungurahua, qui signifie petit enfer en quechua. Nous y verrons la taille de la canne à sucre, comment étirer et travailler la guimauve. Puis nous irons voir la cathédrale face aux boutiques souvenirs. Puis nous remonterons l'allée des volcans afin d'arriver à la nuit à Riobamba. Bamba signifiant vallée en quechua. Riobamba a été surnommée la sultane des Andes. Notre hôtel Andaluza se trouve au pied du Chimborazo, la plus grande montagne du pays, 6310 mètres. Cet hôtel est une vieille et belle hacienda qui respecte le charme d'antan. Les lits sont de bonne taille, avec une cheminée sympathique dans la salle de bar, où la Michelle féminine du groupe nous offrira un verre pour fêter ses 70 ans. Et où nous dînerons une fois de plus en musique. Nous quitterons cet hôtel situé au milieu d'un paysage solitaire et paisible en admirant une dernière fois le Chimborazo. En cours de route, nous nous arrêtons devant l'église de Balvanera, la première église construite lors de la colonisation. Elle est le seul vestige de la fondation espagnole de la première ville de Quito, le 15 août 1534, non loin de la lagune de Colta. Et voici la petite ville d'Alaoussi, perchée à 2350 mètres, où nous admirerons l'ancien train des Andes, où les passagers, il y a 2 ans encore, pouvaient s'installer sur le toit. À présent, en raison des accidents survenus, nous nous contenterons de rester à l'intérieur d'un train plus récent. Qu'importe, la descente vers Sibambé, à 1000 mètres, est vertigineuse. Le train frôle le précipice et les changements de rail en marche arrière sont plutôt une aventure. Après une descente abrupte et sinueuse spectaculaire de 66 km, coincés dans les canyons montagneux, nous nous arrêtons en bas pour voir la Nariz del Diablo, un rocher qui aurait la forme du nez du diable. Cette ligne historique fut débutée en 1899 et fut à l'époque la plus incroyable réalisation d'ingénierie. Le train va stopper dans les gorges, nous permettant de prendre une photo de groupe. Après un déjeuner à Alaoussi, nous reprenons le car en direction d'Ingapirca. Les ruines d'Ingapirca constituent l'unique témoignage de la présence inca dans le pays. Elles remontent au XVe siècle sous le règne de l'empereur Huayna Cápac. Mais le mystère est toujours là concernant la véritable utilisation de cette forteresse
observatoire ou temple. Et nous nous installons à l'hôtel Inca Real de Cuenca, la troisième ville du pays. Nous commencerons par la cathédrale de l'Immaculée Conception, située sur la place principale de Cuenca. Elle mélange les styles romans, Renaissance et gothique, comme les matériaux, marbre de Carrare, albâtre et briques. Nous ferons une courte visite au musée des cultures aborigènes qui regroupe une exceptionnelle collection d'objets précolombiens et qui réunit 5000 pièces issues de toutes les cultures indiennes. Et nous arrivons à une fabrique de chapeaux de Panama originaire d'Équateur. La fibre, la paratoquilia, est issue de Monte Cristi, petit village de la province de Manabí, sur la côte pacifique. Nous assistons à chaque étape de la création de ces fameux chapeaux. Je flash sur un modèle à plumes turquoise, mais le prix est dissuasif. Alors, adios. Nous longeons ensuite les sites impressionnants du parc de Carras, entre 3002 et 4500 mètres. Sur une route dangereuse où les trous et les éboulis sont fréquents et pas rassurants du tout. Nous traversons de grandes étendues où nous verrons cascades, lacs et crêtes rocheuses. Et c'est l'arrivée à Guayaquil, la plus grande ville du pays. C'est aussi le premier port du pays en bordure de l'océan Pacifique. Lors d'un arrêt au petit musée archéologique de Salengo, un guide nous explique l'exploitation de la Concha spondylus et tout ce que l'on peut en tirer. Le soir, nous découvrons notre hôtel, l'Osteria Al-Andalus, à Puerto Rico. C'est une hôtellerie écologique adaptée à l'ambiance naturelle de l'endroit. Une chambre de rêve avec moustiquaire et cheminée et vue donnant sur la piscine et la mer. Trois minutes à pied pour nous rendre sur la plage et admirer les premières frégates. Le matin, nous allons flâner sur le petit port de Puerto López, voir la découpe du thon et nous plonger dans l'ambiance de ce marché aux poissons en admirant frégates et pélicans. Et nous prenons la mer pour l'île de la Plata,
une traversée de 1h30 en bateau à moteur. Là, il faut marcher en file indienne, derrière le guide et en silence, ce qui sera difficile pour un groupe de 30 personnes. Il faut aussi regarder où l'on met les pieds, mais sur l'île, les serpents et les lézards sont, paraît-il, inoffensifs. Je veux y croire très fort. Et ils sont là, immobiles, les fous à pattes bleues, pour la période des amours et de la reproduction. L'île de la Plata fait partie du parc national Machalilla depuis 1979. Ce parc, impressionnant, s'étend sur 46 700 hectares et a été créé afin de protéger les forêts tropicales sèches, les plages et les zones marines. Et voilà une colonie de frégates. En redescendant, nous pouvons admirer quelques lys du désert. Novembre en Équateur, c'est la fin de l'été. Les feuilles sont tombées, les arbres morts, mais en décembre, la pluie fera tout reverdir et refleurir. Là, un cactus caractéristique de la végétation tropicale sèche. Après un panier repas sur le bateau, l'on nous propose un arrêt au large des côtes avec masques et tubas pour voir coraux et poissons. Certains poissons ont des couleurs étonnantes. L'eau claire nous permet même de voir une tortue. À notre retour, le soir tombe sur Puerto Lopez avant de retrouver notre lodge au bord de la mer. Le vendredi, à Puerto Machalilla, nous assistons à un spectacle plutôt surprenant. Le retour des pêcheurs attire les oiseaux en grand nombre, des mouettes, des frégates, toutes sortes d'oiseaux. Les pélicans, eux aussi, essaient d'attraper le poisson. Puis nous nous rendons sur une plage, Los Frailes, au sable fin et à l'eau claire, où nous nous croyons seuls pour profiter d'une baignade en mer. Mais il y a toujours d'horribles paparazzis pour immortaliser nos postérieurs. En repartant vers Guayaquil, nous admirons ces baies immenses et très bien préservées de l'Équateur. À Guayaquil, notre guide nous emmène dans un parc aux iguanes. Pas agressifs du tout, ils se promènent en liberté. Ils sont nombreux, partout, sur les pelouses ou dans les arbres.
On remarque également un bassin où tortues et poissons font bon ménage, mais nous ne verrons les écureuils que tôt le lendemain matin en partant à l'aéroport. Lors de notre visite de Guayaquil, nous croisons un vieux wagon du XVIIIe siècle exposé dans le parc Simon Bolivar, sur lequel chacun se fait photographier. Ici Nono, en charmante compagnie. Nous retrouvons un buste de Francisco de Orellana, le fondateur de la ville et aussi le découvreur de l'Amazonie. Puis nous partons nous promener sur le Malecón, le long du fleuve Guayas. Cette promenade arborée a été créée de toutes pièces sur la mer dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la ville fin 1990. Tout y est éclairé la nuit, rendant l'endroit agréable. Là, un monument circulaire en marbre en l'honneur de la rencontre historique en 1822 de Simon Bolivar et José de San Martín. Le but était de déterminer lequel des deux mènerait le combat pour l'indépendance du Pérou. Et le dernier soir, c'est un pot d'adieu offert par notre guide Raoul et notre chauffeur Pablo qui va nous réunir.